Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du jeudi 4 novembre 2021. Alors hier, certaines personnes m'ont fait remonter des soucis de son au niveau de la qualité de l'écoute. Effectivement, j'ai pour habitude d'utiliser deux ordinateurs et deux micros différents, un chez moi et un dans les locaux de DailyFX quand je dois retourner travailler. Et depuis peu, effectivement, le micro que j'utilise au sein de DailyFX n'est plus détecté par mon ordinateur. Et donc, c'est l'ordinateur qui détecte le son via le micro intégré. Par conséquent, j'ai eu quelques soucis de son hier. Normalement, j'ai résolu le problème en ramenant tout simplement le dernier micro dans lequel j'avais investi pour vous offrir à la base une excellente qualité d'écoute. Donc cette fois-ci, j'espère que j'aurai aucun souci de son et n'hésitez pas à me faire des retours toujours afin que je puisse améliorer la qualité sonore de la vidéo. Maintenant, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché, où les investisseurs attendaient les annonces de la Fed suivies du discours de Jérôme Powell hier. Et dans l'ensemble, les annonces ont été plutôt bien accueillies par les marchés, puisqu'on a quand même clôturé sur des records. Les trois principaux indices s'établissant à de nouveaux records, après que la Réserve fédérale a déclaré qu'elle allait réduire dès ce mois-ci ses achats d'obligations sur les marchés. Toutefois, on le savait, c'était une annonce anticipée par les investisseurs. Derrière, le Nasdaq et le S&P 500 ont atteint des pics pour la 5e séance consécutive. Le Dow Jones, lui, s'est même établi un record pour la 4e journée après avoir dépassé la veille pour la première fois le fameux seuil psychologique des 36 000 points. Alors, comme l'anticipaient les investisseurs, la Banque centrale a annoncé le début de son tapering dans le cadre du resserrement des mesures de soutien adoptées pour aider l'économie américaine à faire face à la crise du coronavirus. Dans son communiqué, la Fed a aussi maintenu son opinion selon laquelle, encore une fois, l'inflation est élevée, mais était en grande partie transitoire, ne devant donc pas nécessiter le relèvement rapide des taux d'intérêt. Néanmoins, certains quand même membres de la Fed s'attendent à deux hausses de taux en 2022, alors qu'actuellement les marchés tablent déjà sur une hausse de taux, mais Jérôme Powell se montre quand même plutôt patient. Le président de la Fed a donc déclaré lors de sa conférence que le marché de l'emploi aux États-Unis pourrait se rétablir suffisamment pour atteindre le plein emploi mi-2022, une donnée clé, pour rappel, aux yeux de la Banque centrale, pour justement envisager la hausse des taux d'intérêt. Donc là, prochain catalyseur maintenant à surveiller, c'est demain avec le fameux NFP, le rapport mensuel sur l'emploi, ce qui va permettre d'une part de donner de la visibilité aux investisseurs et d'autre part de guider la Fed derrière dans sa politique monétaire et de savoir comment elle va ajuster et relever les taux ensuite. En Europe, ce matin, forcément, les bourses ont été soutenues suite aux annonces de Jérôme Powell. On a eu un début de séance dans le vert, même des indices qui évoluent sur de nouveaux plus hauts historiques. Le CAC pas loin des 7000 points même, après les annonces jugées quand même assez accommodantes de la Fed. Et surtout, on a toujours une avalanche de résultats d'entreprises en Europe qui sont globalement plutôt bien accueillis. Effectivement, on a Société Générale qui a publié ses résultats et elle a enregistré, il me semble, l'un des meilleurs trimestres de son histoire. Donc pareil, le secteur bancaire qui est bien soutenu, sur une bien lancé, effectivement. Le CAC est certes dopé par les valeurs du luxe notamment, mais aussi quelques géants bancaires qui, pour l'instant, continuent en tout cas leur accélération haussière.
Alors aujourd'hui, c'est jour de BOE. On attend la Bank of England, puisqu'effectivement l'actualité du côté des banques centrales n'est pas terminée. Les regards se tournent maintenant vers la BOE, la Banque d'Angleterre, qui annoncera sûrement, qui devra annoncer à 13 heures les conclusions de la réunion de son pareil comité de politique monétaire. Alors pour le coup, les investisseurs sont partagés sur ce qui pourrait être annoncé. Certains anticipant une hausse de taux, quand d'autres estiment que la BOE devrait attendre que la reprise économique soit plus solide avant tout resserrement monétaire. Donc là, pareil, surveillez bien votre exposition, notamment sur le Forex et les paires, et surtout la paire, la livre sterling, car une nouvelle fois, on devrait, je pense, avoir pas mal de volatilité sur les paires en GBP. Côté macro maintenant. Ici, c'est tout simplement le graphique qui représente le bilan de la Fed et les taux actuels. Comprendre très simplement une politique ultra accommodante juste avec le bilan et les taux, c'est très simple. Quand le marché va mal ou en cas de crise, qu'est-ce qui se passe comme en 2007-2008, crise des subprimes, ou même en 2000, on baisse les taux et on fait gonfler le bilan. Et la Banque centrale américaine a de nouveau produit le même schéma lié à la crise du Covid. Pareil, on a baissé les taux, quasiment compris entre une fourchette de 0 et 0,25. Et derrière, là pour le coup, on a quand même eu une explosion du bilan. Effectivement, à côté ici, le bilan, on est passé de 1000 milliards à 2500 milliards, alors que là, on est quand même passé de 4000, on était un peu avant même, un peu moins de 4000 milliards à plus de 8500 milliards. Très clairement, le bilan a juste explosé en l'espace de bientôt 17 mois, il me semble, et derrière, les taux sont au plus bas. Donc forcément, un environnement économique ultra favorable pour les marchés, ce qui explique aussi cette hausse assez fulgurante des actions américaines, puisqu'on a un S&P qui a quasiment pris maintenant, il me semble, 110 ou 115% de hausse depuis le creux du mois de mars. On est sur de nouveaux records historiques et il me semble que oui, le S&P affiche déjà une performance c'est la hausse la plus rapide de toute l'histoire et on est sur une hausse de plus de 115% quand le CAC 40, lui, affiche une hausse de seulement, il me semble, j'ai regardé hier, entre 75 et 80%. Donc, encore une fois, ce qui montre bien que les politiques monétaires ultra accommodantes permettent forcément au marché de grimper en flèche et surtout que les bourses américaines reste encore une fois la locomotive de l'économie. Alors, la Fed maintient justement son taux cible inchangé, comme elle l'a évoqué hier, dans une fourchette de 0 à 0,5, et elle a déclaré que l'ajustement, donc le fameux tapering, commençait en novembre avec des réductions mensuelles de 15 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment une goutte d'eau. Le marché, certes, attendait une réduction des achats d'actifs, mais 15 milliards, ça représente pas grand-chose. En tout cas, pas de quoi affoler les investisseurs. On reste toujours très clairement, malgré un tapering qui vient de s'enclencher, dans une politique monétaire toujours très favorable et un environnement économique porteur pour les marchés actions. Et la Fed, justement, se dit prête à ajuster le rythme de l'ajustement si cela s'avère nécessaire. Donc, en gros, ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'elle ajustera le tir en fonction, encore une fois, de l'évolution de l'inflation. Mais pour l'instant, Jérôme Powell se montre patient, comme on a pu le voir dans son discours hier, et estime que rien ne presse dans l'immédiat pour relever les taux
en 2022. Une hausse de taux, certes, est envisageable, mais pour l'instant, il n'envisage pas du tout de hausse de taux. En Europe, c'est pareil. On a eu hier ou en début de semaine, Christine Lagarde qui annonçait qu'une hausse de taux était quand même très peu probable en Europe aussi. Force est de constater qu'on devrait rester toujours dans un climat complaisant très clairement pour les investisseurs et le marché action. Néanmoins, ne cédons pas à l'euphorie. J'avais pour habitude de vous présenter ce graphique, l'indice Fear and Greed Index, l'indice de peur et d'avidité, et on a atteint notre plus haut niveau en 2021. On avait atteint 90, il me semble, fin 2020, et on avait atteint surtout les 97 juste avant le crack lié au Covid. Donc, généralement, il faut vendre. Encore une fois, tout est une question de psychologie. Ça permet justement de mesurer les émotions et la psychologie des investisseurs. Et bien souvent, il faut se montrer méfiant quand l'indicateur est en extrême avidité et au contraire se montrer cupide quand l'indicateur est en peur extrême. Généralement, c'est ici qu'on fait des bonnes affaires, quand les marchés paniquent complètement et que le moral tombe à zéro. Et au contraire, quand tout le monde est euphorique, tout le monde crie to the moon ou direction vers de nouveaux records, et que les médias en parlent partout dans les journaux, il faut se montrer plus prudent et peut-être ne pas en tout cas rentrer sur le marché, notamment si vous êtes un investisseur action, mais plutôt procéder, je dirais, à des ajustements de portefeuille, remonter ses stops, alléger, penser à prendre des bénéfices, mais effectivement, on a vu depuis maintenant plusieurs séances, même plusieurs semaines, les marchés sont haut perchés, on est sur des gros niveaux, on a eu une correction fin septembre, début octobre, c'était une belle occasion pour re-rentrer sur le marché. Maintenant, ne tombez pas dans le syndrome du FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater le train. Vous êtes des investisseurs avisés. On peut très bien, effectivement, monter encore plus haut dans l'extrême avidité, aller chercher les 90, les 95. Néanmoins, on est quand même sur des niveaux hauts sur les marchés. On a peu eu de correction, on a eu une belle jambe de hausse depuis le creux du mois de septembre, fin septembre, début octobre. Donc voilà pourquoi je vous invite plus à être dans des ajustements plutôt de position et procéder à quelques arbitrages éventuellement. Mais surtout si vous êtes un investisseur action moyen long terme, il serait préférable d'attendre une correction pour de nouveau rentrer dans le marché. Là, il faut plutôt se laisser porter par le courant acheteur, remonter ses stops, alléger, penser à prendre quelques bénéfices, et puis auquel cas, profiter d'un potentiel rallye avant la fin de l'année. Étant donné que le mois de novembre est quand même un bon mois, maintenant, je trouve qu'on arrive sur des gros niveaux de résistance, en tout cas pour les indices européens. Pareil pour les indices américains, on est quand même sur des gros niveaux. Il serait plus sage et judicieux, à mon sens, d'attendre un repli plutôt que de rentrer maintenant dans la peur de rater potentiellement une dernière vague de hausse, étant donné qu'on est quand même déjà sur des niveaux extrêmes. Donc pareil, un indicateur à suivre, étant donné surtout que c'est la première fois depuis 2020 qu'il atteint ce fameux niveau. Néanmoins, comme je vous le disais, j'ai déjà vu l'indicateur monter à 97. Donc effectivement, si on clôture sur un mois de novembre exceptionnel, il y a fort à parier que l'indicateur aille chercher un peu plus loin dans la zone des 90, voire 95. Maintenant, regardons la partie graphique. Et effectivement, quand on voit le CAC 40, est plutôt
un graphique, je dirais pas c'est haussier, certes, mais on a un graphique quand même qui commence doucement à nous dire attention sur les achats. On est en pleine accélération haussière, on a deux gaps ici, très éloignés de la Tenkan. On a atteint pour moi un objectif que je m'étais fixé, c'était les 7000 points. Le plus haut, il a été fait à 6993, ok. Pour moi, on a un seuil psychologique à 7000 points, très clairement. Là, ce serait préférable, comme je vous le disais, d'attendre un repli de marché. Un repli pour chercher des achats soit sur l'ancien top, les 6903, et en cas de cassure, je viserai le comblement du gap avant de repartir. Ça reste haussier, bien entendu, mais ne cédons pas au syndrome du FOMO sur les indices. On commence à être, je trouve qu'on est monté un peu haut, un peu vite, très clairement maintenant, et je cherche plutôt des ventes maintenant à court terme pour pouvoir derrière se repositionner dans le sens de la tendance, qui elle est haussière. Je ne vois pas un retournement de marché d'ici la fin de l'année, bien au contraire, plutôt une fin d'année en beauté, mais potentiellement un repli à venir avant de se repositionner dans le sens de la tendance. Une fin d'année en beauté serait très clairement un CAC à 7200 points. Et là, ce serait d'aller chercher l'objectif, de nouveau la borne haute du canal. Et là, on terminerait l'année en beauté. Maintenant, ce qui me dérange, c'est le gap mensuel qu'on a ici. Pour moi, on a un trou d'air. Tous les gaps, on a un beau gap mensuel, il n'a pas été comblé. Et généralement, les gaps mensuels sont toujours comblés. Donc là, c'est qu'une question de temps. Et pour moi, c'est un niveau à aller chercher. Peut-être pas au mois de novembre, mais quand un gros mouvement baissier ou un gros signal technique baissier se mettra en place, en tout cas, j'aurai une cible sur ce niveau-là, étant donné qu'on a un gap mensuel non comblé. Donc là, pareil, ça doit vous alerter et vous dire que généralement, le marché viendra tôt ou tard, généralement même dans le mois, combler ce gap. Pareil en données daily, est-ce qu'on est sur un gap de rupture ici ou d'essoufflement? J'ai le sentiment qu'on est sur un gap d'essoufflement. Voilà, on est en pleine accélération haussière. Ici, pourquoi pas un gap de rupture suite à la sortie par le haut de ce canal, accélération, gap de continuation. Et là, j'ai le sentiment qu'on est plus sur un gap d'essoufflement. Donc là, pareil, en intraday, pourquoi pas venir combler ce gap, venir prendre appui ici avant de repartir. Donc là, pareil, ça va être intéressant. Si on reste comme ça en lévitation, le chandelier de demain va être intéressant. Car si on fait un chandelier baissier avec un gap en plus, on pourra avoir un très beau pattern de retournement. Auquel cas, il faudra se montrer plus prudent. Donc, on fera le point demain, mais là, pour moi, on est en lévitation, très clairement. Donc, ce n'est pas le moment d'être acheteur. Je vais quand même regarder en données 4 heures. On va aller sur le DAX, mais un RSI qui commence, mais pareil, il faudrait que le RSI sorte de la zone de surachat. Ce ne serait pas un signal baissier, mais pareil, quand le RSI rentre en zone de surachat, il ne faut pas vendre. C'est juste qu'il y a une force acheteuse actuellement qui est en place. C'est-à-dire qu'il y a un flux acheteur, qu'il y a des acheteurs qui sont présents. Effectivement, la personne qui s'est amusée à vendre ici, derrière, se fait dégommer par le marché. Donc là, pareil, le RSI, c'est plutôt un indicateur qui nous indique. C'est une méconnaissance de croire qu'un indicateur RSI indique un niveau de surachat ou de survente, certes, mais je le considère plutôt comme un indicateur de force. Est-ce qu'on a une force acheteuse qui est en place, un flux acheteur, ou au contraire un flux vendeur, une force baissière. Et là, actuellement, effectivement, on a toujours une force acheteuse, et derrière, l'essoufflement de la force acheteuse se traduira par la sortie du RSI dans cette zone en dessous de la zone de surachat. Et donc, effectivement, on aura un essoufflement de marché. Pas pour autant qu'il faudra vendre absolument le marché. Pour le coup, on a cette validation via les divergences, où là, très clairement, c'est considéré comme un signal technique baissier. Mais pour l'heure, la force acheteuse est en place toujours sur le CAC 40, mais les gaps ici,
m'invite potentiellement derrière à un essoufflement du marché à venir. Le DAX, donc là c'est pareil, j'ai hâte de voir la clôture hebdomadaire, très clairement. On est sur la borne haute du canal. Donc, est-ce qu'on va faire un excès ou est-ce que c'est un signal ou est-ce que plutôt c'est une résistance qui va nous indiquer potentiellement, pareil, un repli de marché. Donc là, on est de nouveau sur mèche, hein, on a tricoté quand même ce haut de canal. On a tricoté ce haut de canal depuis de nombreux mois maintenant. Et le marché pourrait aussi de nouveau caler sur ce niveau. La cassure Tenkan Kijun a parfaitement fonctionné. Et là, on pourrait prolonger le mouvement pour celles et ceux qui étaient acheteurs de DAX ici. Le setup est toujours vivant, toujours en place. Mais là, on est sur la borne haute du range, couplée avec l'oblique. Ça, c'est l'oblique du canal mensuel. Donc là, on était venu tricoter, travailler. Là, on est de nouveau dessus. Et pour moi, j'attends confirmation avec la clôture hebdomadaire. Si effectivement, on a une clôture hebdomadaire au-dessus des 16 050 points, on aura un signal de technique de poursuite de la hausse. Effectivement, dans le prolongement de cette cassure Tenkan Kijun. Donc là, derrière, on pourra aller chercher plus haut. Sinon, auquel cas, stratégie de ping-pong et de trading range. Mais pour l'heure, si on affine, pareil, on est en lévitation toujours, mais j'ai pas de chandelier de retournement. On a pas mal de gaps ici, mais ça reste extrêmement haussier et pour moi, c'est encore un peu tôt. On a vraiment un bulldozer qui est en place. Les acheteurs gardent la main. On est certes éloigné de la Tenkan, certes plusieurs gaps au-dessus, en dessous de nos pieds, mais encore une fois, je n'observe pas de chandelier, de retournement. Donc, affaire à suivre en tout cas demain, notamment avec le NFP, où je pense que l'on aura un peu plus de visibilité pour savoir si ce mouvement va perdurer ou au contraire commencer à s'essouffler et dans ce cas-là chercher des stratégies vendeuses pour venir combler tous les gaps que l'on vient d'évoquer. Le Dow Jones. Pareil, le Dow Jones, c'est un bulldozer aussi, très clairement, sorti par le haut du canal haussier. Bon, j'attends de voir, pareil, la clôture hebdomadaire et la clôture daily pour être sûr qu'on n'a pas un bull trap, mais c'est extrêmement haussier pour l'instant sur le Dow Jones. Aucun signal vendeur, donc difficile d'espérer, enfin de vouloir être à contre-courant, car pour l'instant, les acheteurs ne lâchent rien. Le flux haussier, pareil, ne semble pas s'essouffler. Focus maintenant sur le NFP. Voir un peu comment les investisseurs vont réagir, mais effectivement, je trouve encore une fois qu'on est monté un peu haut, un peu vite, mais le marché a toujours raison. Est-ce qu'il faut être acheteur ici? Je ne pense pas, très clairement. Et un repli, oui. Enfin, sur repli, oui. Mais être vendeur, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué d'être vendeur en swing. Le marché ne lâche strictement rien. Et là, sur le cash, j'ai absolument aucun chandelier de retournement. Donc, je veux juste voir cet après-midi si on va confirmer la cassure du canal haussier ou au contraire, bull trap. Et dans ce cas-là, si on clôture en dessous, potentiellement un signal technique baissier pour revenir chercher notre kit jaune. Si on regarde les futurs, mais ça ne bouge pas beaucoup sur les futurs, je crois qu'on est proche de l'équilibre. Ouais, exactement. Des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut en fait. Soutenu par la M50, Kijun, aucun chandelier baissier, on est au-dessus de la zone. Bravo à celles et ceux qui payent tous les replis sur le Dow Jones, en tout cas.
Effectivement, c'est haussier. Pour ma part, maintenant, je reste à l'écart. Aller chercher les 36 500, oui, pourquoi pas, mais proposer un plan de trading à l'achat sur ces niveaux, je trouve ça un peu risqué. Je préférerais vous proposer un plan sur repli, très clairement, un repli sur support, et un plan de vente. Pour cela, j'aimerais avoir tout simplement un élément m'indiquant que le marché commence à s'essouffler ou un signal technique baissier via un pattern, via un de mes indicateurs ou via les volumes. Mais pour l'instant, très clairement, le marché est extrêmement solide. L'euro-dollar. Alors, maintenant qu'on a eu le compte-rendu de la Fed, je reste baissier sur cette paire. J'ai même envie de mettre en place un plan de trading maintenant. On est juste venu chercher on a rebondi sur les 1,50, mais cette cassure Tenkan-Kijun, certes, partielle, étant donné qu'on est sur une cassure sur angle. Pour rappel, je préfère qu'on a une belle cassure sur plat, à voir justement comme celle du DAX, qui était juste magnifique, ou celle du pétrole qu'on a eu. On a vraiment des belles cassures. Là, celle-là, elle est un peu complexe, je dirais, un peu un dérivé, mais la bougie est très belle. Derrière, on a retracé les 50%, et là, on retombe. Et de nouveau, pareil, on est repassé au-dessus de Tenkan-Kijun en clôture, et de nouveau, cassure Tenkan-Kijun ici. Donc, pour moi, c'est baissier, ça reste baissier. Quand je regarde le dollar index, comme je vous le disais, si vous êtes sur la plateforme Pro Real Time de IG, allez voir, vous tapez dollar basket, et vous verrez qu'on a un énorme double creux sur le dollar, donc forcément un double top derrière sur l'euro-dollar. Effectivement, ici, on est venu pullbacker pour moi cette fameuse ligne de coup, et tout porte à croire que l'euro pourrait prolonger sa baisse et accélérer en direction des niveaux de support. Donc là, maintenant, effectivement, j'aime beaucoup la configuration graphique. C'est confirmé, cassure de support, pullback. J'aime bien cette... là, c'est vrai que c'est embêtant de vendre juste sous un support. Généralement, il faudra attendre la cassure. Mais j'ai quand même beaucoup de signaux vendeurs. Peut-être que certains ont vendu ici. Suite à cette bougie, avec le retour sur les 50%, je trouvais ça risqué juste avant la Fed. Pourquoi pas, peut-être que certains d'entre vous l'ont fait, auquel cas le stop loss est placé juste au-dessus, 1,1710. Et pour les retardataires, eh bien, le mieux serait d'attendre la cassure des 1,1530 avec un stop loss juste au-dessus d'ici. Au-dessus de la cassure Tenkan-Kijun qu'on vient d'avoir, au-dessus des 1,1620. Et derrière, espérer une dégringolade plus profonde, viser 1,1460 et mon TP2, ce sera 1,1370. Et bien évidemment, j'ai un TP3 vers 1,1180 derrière. En données 4 heures, effectivement, on a ce range ici, juste là. On est sur support. C'est délicat toujours de vendre un support, bien évidemment. Il est préférable d'attendre la cassure, mais sur les unités de temps plus hautes, la structure est, en tout cas, je trouve que la structure est vraiment belle. Elle nous invite clairement à une poursuite de la baisse. Bon, maintenant, bien évidemment, il est préférable d'attendre la cassure du support à 1,1530 avec un stop loss juste au-dessus. Ça fait un stop loss large, je le reconnais. Mais il y a des beaux niveaux à aller chercher derrière. Si le plan vraiment se valide avec le double creux, le double creux est validé sur le dollar. Le double top, pareil, il est validé, on a effectué le pullback. Donc, si on mesure les objectifs théoriques, on obtient vraiment une belle hausse du dollar et un beau plongeon de l'euro derrière. Donc là, pareil, ce sera vraiment un plan swing à moyen long terme pour les semaines, pour les mois à venir, mais un biais plutôt très clairement baissier sur l'euro toujours pour venir chercher les supports que je viens d'évoquer. GBP USD, un point rapidement à l'heure où j'enregistre cette émission, il est 12h40, donc on attend le communiqué de la BOE d'ici 20 minutes. Et là, pareil, j'évoquais avec vous hier, j'aimais bien la configuration graphique avec tenter une vente sur pullback ici. Je vous disais qu'on était dans un canal baissier, qu'on avait cassé le support et qu'on pouvait s'attendre à un pullback
avant de repartir. Donc là, peut-être que certains ont pris à la vente ici sur la fameuse zone de support. Auquel cas, maintenant, je vous invite très clairement à mettre votre stop loss à break-even. Surtout si vous êtes rentré par ici, vous avez suffisamment de marge. Si la BE fait plonger la livre, eh bien, vous êtes dans le train et c'est parfait. Les différents TP, pour moi, ce serait 1,3570, 1,3460 et derrière, en cas de grosse dégringolade, 1,3350. Maintenant, en cas de vent contraire, eh bien, si on a une remontada, vous faites sortir à break-even. Mais là, pour moi, je m'adresse plutôt à celles et ceux qui ont tenté la vente ici et qui sont dans un trade. Je vous invite tout simplement à vous mettre à break-even et à protéger ce trade. L'AUD-USD, je l'évoquais avec vous hier, ce fameux double top qui a été validé. Donc pareil, peut-être que certains, après les annonces de Jérôme Powell, en ont profité justement pour se positionner à la vente. Je vais enlever Ishimoku, il ne me sert à rien. Et effectivement, on avait un beau double sommet qui s'est validé. J'étais un peu plus prudent étant donné qu'on avait quand même les annonces, mais après les annonces, effectivement, on a eu une belle bougie ici. C'était possible de re-rentrer sur ce marché et de jouer ce setup tout simplement de double sommet pour derrière aller chercher la zone hebdomadaire, juste ici. Voilà, là on a une très belle zone de prix. Une zone hebdomadaire, zone de polarité. Donc pour moi, l'objectif, c'est retour sur les 73 à 65. Pareil, si vous êtes vendeur, objectif TP1 ici, et puis si ça casse, là c'est que du bonus derrière, on pourra aller chercher bien plus bas. Et pareil, plutôt un biais baissier. Je ferai le suivi. Le stop loss, normalement, il est placé soit au milieu de la figure, soit juste au-dessus. Tout dépend de votre profil et de votre gestion du risque. Mais derrière, je ne vois pas d'obstacle majeur et intermédiaire avant cette zone-là. Donc là, mon objectif, c'est d'aller chercher la moyenne mobile 50 et on fera le point une fois qu'on est ici. Donc là, pourquoi pas prendre 50% de sa position et en cas de cassure, laisser courir et là, on pourra avoir une belle dégringolade et vous aurez en tout cas derrière un super ratio. En tout cas, c'est l'objectif théorique du double sommet et ça correspond en plus à une zone hebdomadaire couplée avec la MM50. Donc ici, une bonne prise de bénéfice à effectuer, mise à du stop loss et derrière, il faudra surveiller si cassure ou non. On a fait l'euro-dollar, on a fait quelques paires majeures. Je crois qu'on va quand même surveiller toujours l'AUD, il me semble, c'est l'AUD yen. Moi, ça, c'était le. Voilà, effectivement. Et là, le plan est enfin en train de se déclencher. Comme je vous le disais hier, j'avais évoqué avec vous la définition d'un drapeau ou d'un range en vous expliquant que l'angle n'était pas assez incliné sur cette paire. Je voyais plutôt un double top plutôt qu'un range. Enfin, n'importe quoi. Un double top ou un range plutôt qu'un drapeau. Et en parallèle, je vous disais, il ne suffit pas de tracer des obliques, vous voulez dire c'est un drapeau, il faut aussi étudier la structure graphique qu'on a à l'intérieur de la figure chartiste. Et là, on avait quand même des bougies qui nous invitaient à la prudence, avec un avalement baissier ici et un deuxième avalement baissier ici. Et là, c'est en train de se confirmer. On est en train de casser, on a cassé la ligne de coup. Donc derrière, je chercherai un retour sur les 83. Basculons justement en données 4 heures. En plus, on avait déjà aussi la divergence qui a parfaitement fonctionné. En tout cas, elle a freiné la hausse. Donc, on peut dire qu'elle a partiellement fonctionné, effectivement. Elle a freiné cette hausse. On a eu une latéralisation des prix. Et là, j'aime beaucoup la bougie 4 heures. Effectivement, on est en train d'enfoncer le support ici. Tac. Celles et ceux qui m'avaient tracé un drapeau, eh bien, on est en train de casser par le bas. Donc, à surveiller la clôture, mais le sentiment très clairement que les vendeurs sont en train de prendre l'ascendant psychologique,
on est en train de valider ce double top et qu'on pourrait aller chercher là et même 200, le support qui est juste ici. À peu près, là on a un niveau de prix vers 83,10. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le plat Kijun qui se situe à 83,8. Donc là, c'est juste parfait. Belle zone de convergence, plat Kijun. Ici aussi, j'ai mon plat Kijun. Donc là, très clairement, on a identifié une zone de prix. Donc, les vendeurs, voilà, il faudra, en tout cas, enfin, c'est le TP que je vise. Et ensuite, on verra derrière plutôt pour chercher des achats. On aura la MM50 qui va remonter. Donc pour moi, plan vendeur validé. Objectif plat Kijun, cette zone-là. Ensuite, on fera le point lorsque la MM200 arrivera et la MM50 ici. 44 cassures, on pourrait aller chercher plus bas. Sinon, on aura une super zone pour se repositionner dans le sens du flux. Mais pour l'heure, à court terme, c'est baissier et les vendeurs sont en train d'enfoncer le clou. Pour moi, le plan de la semaine s'est déclenché. J'évoquais avec vous les paires en yens à surveiller. Je m'attendais à pas mal de volatilité sur les paires en yens. Et là, j'ai l'impression qu'on est bien parti pour aller chercher les 83. Le gold. Le gold, plombé un peu hier aussi par l'accélération du dollar. Je reste à l'écart. Très clairement, c'est vraiment brouillon le gold, je trouve. C'est typiquement un marché où on se prend les portes de saloon, on a des signaux techniques aussi, et puis ça repart à la baisse, puis finalement ça remonte. Vraiment, je reste à l'écart de ce marché. On a pu déceler des beaux plans de trade sur quelques paires en forex, voire mis en place des plans sur les indices, mais autant sur le gold, je trouve que c'est un marché piégeux, vaseux, où on a vite fait de s'embourber dedans et de se retrouver coincé, si vous voulez mon avis, et bourré de faux signaux. On a plein d'obstacles au-dessus de la tête, en dessous de la tête, des invalidations dans tous les sens, à la hausse, à la baisse, bref, un marché très clairement assez complexe et je pense qu'il est préférable d'attendre une confirmation avec une bougie au moins hebdomadaire. Voilà, donc là en hebdomadaire, on est sous le nuage, prisonnier entre Tenkan, Kijun et MM50. D'un côté, on ne veut pas aller plus bas, mais de l'autre, on ne veut pas aller plus haut. En données mensuelles, on est prisonnier dans un étau pareil entre Kijun et Tenkan. Vous voyez que là, actuellement, le début de mois se caractérise par un range. On est venu chercher Kijun, hop, plus haut Tenkan. Donc là, c'est le range que le marché actuellement travaille sur le mois de novembre. Par conséquent, on a la borne haute, la borne basse. On attendra un flux directionnel en dehors de ces deux bornes. Donc maintenant, pour moi, le gold, j'attends vraiment un signal technique en données weekly pour éviter d'être pris dans des pièges techniques et complexes de la part du marché. Car là, pour le coup, c'est vraiment un marché où on se fait sortir aussi vite qu'on est rentré. Et encore une fois, aller là où il y a de l'action. Et sur le gold, actuellement, il n'y a absolument pas d'action, peu d'action. C'est un marché complexe, il y a peu de visibilité. Donc très clairement, je préfère rester à l'écart, mais je surveille bien entendu mes zones de support, toujours 1750, 1725 ou cassure. Place du coup, c'est mon plat Kijun. Pareil. Donc vous pouvez aussi surveiller le plat Kijun mensuel ou le plat Tenkan mensuel. Ça vous donnera aussi des indications pour intervenir sur ce marché. Mais à court terme, pour moi, c'est juste ce qu'on appelle dans le jargon, la lessiveuse, la machine à laver, un piège à vendeur, un piège à acheteur, très clairement, où les deux parties n'ont rien à gagner, mais plutôt vont y laisser quelques plumes. Le Brent, alors belle purge hier sur le marché pétrolier, mais solide, toujours solide ce marché.
on n'est pas venu chercher la zone, c'est vraiment dommage. Je ne suis pas baissier pour autant sur le pétrole. Ici, c'est dommage, on aurait presque pu faire un canal. Bon, je l'attendais sur ma zone. Et là, on a un énorme rebond ce matin. On a eu quand même une belle chute sur le Brent, mais le marché est vraiment solide. Il ne veut pas aller chercher. On n'est pas retombé dans la zone. C'est vraiment dommage. C'était une zone que j'évoquais avec vous. Je vous disais, je cherchais des achats sur repli, sur zone ici. Et là, on s'est arrêté pour le coup vraiment au milieu de nulle part. Bon, ça arrive, dommage. Le marché ne retombe pas toujours sur les zones clés, hein, sinon ce serait un peu trop facile. Mais là, je suis un peu déçu du comportement des prix. Voilà, pour moi, on avait vraiment une belle zone ici avec MM50. Quand je voyais la dégringolade d'hier, je me suis dit, bon, ça devrait continuer et venir taper cette zone. Mais au final, non, on est parti même sur, on a fait un gap baissier, on ouvre, on est quasiment sur un chandelier de retournement ici. Là, on est sur un piercing pattern. Si on clôture au-dessus, on pourrait être sur un avalement. On a presque un drapeau. Là, pour le coup, c'est un drapeau. Enfin, dommage que j'ai pas réussi à joindre les deux points de contact, mais là, on a une véritable cassure. On n'est pas à plat comme sur la UDN. Là, on a vraiment un angle qui caractérise un drapeau. Bon, maintenant, payer là maintenant, certainement pas, et et vendre, non, on est dans une séance flux, on est dans une séance haussière, impulsive même. J'ai l'impression que le marché avait besoin de souffler avant de repartir. Néanmoins, on n'est pas venu chercher cette fameuse zone que j'espérais. Donc pour l'heure, on va essayer d'ajuster ça effectivement dans un canal, un peu un drapeau. Effectivement, peut-être que si je triche un peu et que je prends ce point-là, non, ça ne changera rien, au contraire. Non plus. Bon, un canal, pourquoi pas un drapeau, mais je passerai à l'achat si on casse cette zone. De nouveaux acheteurs si on casse les 85 $ pour aller chercher les 90. Là, pour moi, ce sera un beau signal. Donc, je surveille cassure des 85 pour tenter un achat en direction des 90. Voilà mon plan acheteur. Sinon, c'est acheteur. Si on échoue sur ce niveau, effectivement, là, ce serait beau de repartir ici. Et là, achat fort sur MM50 et zone de prix. En tout cas, c'est une zone qu'il faudra travailler à l'achat, très clairement, pour ensuite espérer une cassure du drapeau à la hausse et direction les 90. Donc voilà le plan que j'ai actuellement sur le pétrole Brent. Sur le WTI, on a eu une chute un peu plus prononcée. Mais pareil, fausse cassure du range, c'est dommage. On avait un beau range de consolidation, fausse cassure par le bas, réintégration. Bon, je l'attendais sur zone aussi. Parce que là, pour le coup, ouais, c'est un peu limite. Pour moi, c'était vraiment un range, réintégration du range. Ouais, le support a tenu au final, en fait. C'était le support qu'on avait identifié. On avait eu une belle cassure du canal. On disait, bon, bah, là, ce serait bien d'aller chercher la borne basse du range en cas de cassure. Cette zone-là, comme sur le Brent, venir chercher cette belle zone avec la MM50 qui serait remontée derrière par la suite. Mais pour l'instant, extrêmement solide. Le support a tenu, on a fait un gap baissier sous le support. Derrière, c'est repris par les acheteurs et en mode piercing pattern. Bon, très clairement, je ne me mettrai pas en face du flux haussier, car là, ils sont en train de reprendre la main. Pareil, j'attendrai la cassure par le haut du range pour chercher de nouveau des achats et aller chercher la borne haute du canal. Mais je préfère très clairement la configuration qu'on a sur le Brent.
elle est plus belle, elle est plus propre que sur le WTI, où là, c'est plutôt une sortie, une fausse sortie par le bas du range, alors que sur le Brent, on a quand même une consolidation un peu dans un drapeau, voire un canal, et la structure est plus propre au niveau de la résistance. Donc, je vais plutôt m'intéresser à la dynamique du Brent d'ici la fin de la semaine et surtout la semaine prochaine. Les cryptos avec le BTC, rien à dire sur les cryptos. Est-ce qu'on va évoluer dans un drapeau? Bon, pareil, ça aussi, c'est la grande question. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt. J'ai tracé cette figure, mais j'en suis pas convaincu pour autant. J'ai plutôt le sentiment qu'on est dans une zone potentiellement d'accumulation sur le BTC. Il n'y a toujours pas d'alerte baissière, en tout cas, on reste bien orienté à la hausse, soutenu par Tenkan Kijun. Bon, affaire à suivre, très clairement, je ne passe pas vendeur du tout sur le BTC. Acheteur, bon, j'ai un peu de mal avec cette configuration qu'on a ici, le sentiment que le marché se cherche, le marché reprend son souffle, qu'on a des flux frais d'argent qui partent sur les crypto-monnaies propulsés par les métaverses. Je pense à Mana, je pense à Sandbox, bref, certains altcoins, dont Solana aussi, qui inscrit des plus hauts historiques, Elrond. Mais sur le BTC, c'est plutôt calme pour le moment. On a des départs un peu par-ci, par-là sur les cryptos. On n'a pas une alt season comme certains l'attendent, toujours pas en tout cas, mais on a des départs sur certaines cryptos. D'autres qui ont déjà effectué des plus hauts historiques, d'autres qui sont au contraire à la traîne, alors qu'ici on a vu une alt season, il y avait tout qui bourrait, tout était en mode fusée, alors que maintenant, effectivement, il faut être un peu plus sélectif dans les choix des cryptos, et certains sont en retard, d'autres, au contraire, inscrivent de nouveaux records. Et pour moi, l'alt season n'a pas vraiment commencé. Ou, si elle a commencé, alors on aura une alt season plus sélective. On n'aura pas tout qui va partir à la hausse. On a eu un début d'alt season pour moi avec les shitcoins, notamment le Dogecoin et le Shiba Coin, la crypto aussi Squid Game, qui est passé de 2800 $ à 0. Bref, des mouvements et des FOMO sur des coins qui représentent absolument rien. Qu'on parle de véritables projets, qu'on parle qu'on parle un véritable white paper derrière, bref. Donc un peu mitigé. Et derrière, sur le BTC, pour l'instant, on se stabilise très clairement. On marque une pause, mais bon, il y a de l'action un peu tous les jours sur les cryptos. Hein. Pour moi, 2020, ça reste l'année des cryptos. Mais il faut être sélectif maintenant. J'ai le sentiment qu'il faut être sélectif. Effectivement, là, j'ai supprimé. On avait cette sortie de Biseau et de Fagnon. Donc, normalement, ça tient toujours. Je garde quand même comme objectif 66 000 et 70 000 $, mais ça ne veut pas partir. Ça ne veut pas partir. Peut-être un range à prévoir si ça retombe. Pour l'instant, on n'est pas invalidé. Il faudrait qu'on repasse sous les 58 000, mais peut-être un range à prévoir entre 69 000, 64 000 et les 58 000. Mais c'est plutôt calme, pas de plan de trading très clairement sur le BTC, sauf si vous êtes positionné ici, pourquoi pas dans ce cas-là avec un stop loss en dessous. Mais là, globalement, plutôt le sentiment qu'on a un marché qui commence à se stabiliser. Voilà. On a eu un record assez timide, derrière on se stabilise et on a quelques départs sur certaines cryptos. Bon, à voir si généralement le mois de novembre est un bon mois pour le BTC. Voyons voir si le mois de novembre sera aussi bon qu'il l'a été lors des années précédentes. Enfin, l'Ethereum, qui lui aussi corrige un petit peu, mais rien de grave. On a quand même enregistré un beau record hier en clôture. Donc, une surperformance de l'Ethereum, toujours à court terme. Un marché bien orienté. Pour moi, mes TP n'ont pas changé. Je vise toujours 5160 et 6000 derrière.
effectivement, si on bascule en données daily, cadrage à effectuer à l'intérieur de ce magnifique canal haussier. Et donc, à suivre, tout simplement, plutôt chercher des achats sur repli ou mettre le filtre des achats sur Cassure, Tenkan, Kijun une fois qu'on a les replis. Mais ça reste haussier, on a un beau canal, une belle dynamique haussière, pas du tout d'alerte baissière, des plus hauts, des plus bas, de plus en plus haut, une construction assez saine du marché, assez saine aussi de la tendance. J'aime beaucoup la dynamique. On n'est pas en mode parabolique ou à la verticale, on est plutôt dans une structure pérenne. Maintenant, voilà, il faudrait plutôt chercher en trading des achats sur repli, sur les anciens niveaux, sur les anciens tops, proches de la même 50, proches de la Kijun, ou soit sur des unités de temps un peu plus courtes avec Cassure, Tenkan, Kijun, et profiter un peu des petites impulsions que pourrait donner l'Ethereum au cours des prochaines semaines, voire prochains jours. Mais globalement, c'est haussier. Aucune raison d'être vendeur ou d'être à contre-courant dans un tel marché. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés, notamment avec surveiller votre exposition Forex avec les paires en GBP. Et je vous donne donc rendez-vous demain pour faire un point complet sur la planète finance.